Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, aide financière de 250 000 $ pour les technologies de l'information et des communications à Chandler. C'est un premier volet de 150 000 qui est accordé au Technocentre pour permettre de prendre l'expansion puis de rayonner dans l'ensemble de la région. Puis également, une somme de 100 000 qu'on alloue à la MRC. Inauguration d'un atelier d'art à Chandler. Donc, c'est important parce que le tourisme, c'est la première économie mondiale. C'est celle qui génère le plus d'activités économiques sur Terre. Programme d'encadrement santé au Lys Santé de Grande-Rivière. Oui, des gens atteints de maladies chroniques, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires ou même l'insuffisance rénale. Hypertendus, les gens hypertendus, le cholestérol, toutes les gens qui ont ces genres de problèmes-là ont le droit de participer au programme des maladies chroniques. Et on rencontre le ministre délégué aux régions, ministre responsable de la région de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et député de la circonscription de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Puis aujourd'hui, en 2013, là, je pense qu'on doit... le respect doit être présent, surtout dans les médias, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Covier. Donc, en fait, un verre de Coca-Cola, jusqu'en 1903, ça contenait 9 mg de cocaïne, ce qui est quand même assez important. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministre délégué aux régions, ministre responsable de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et député de la circonscription de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, et le député de Bonaventure, M. Sylvain Roy, ont annoncé le 1er mars dernier à Chandler l'octroi d'une aide financière de 250 000 $ pour la concrétisation de 2 projets qui favoriseront l'essor des technologies de l'information et des communications sur le territoire gaspésien. Le Technocentre des technologies de l'information et des communications s'est vu accorder une aide financière de 150 000 $ pour le développement de la régionalisation de ses activités, ce qui lui permettra d'élargir son offre de services à l'ensemble des territoires gaspésiens et madelinois. Par la création de nouvelles divisions, le Centre vise d'ici la fin de 2014 l'implantation de plus de 40 entreprises dans la région, ce qui devrait permettre la création de plus de 200 emplois. De plus, la MRC du Rocher-Percé pourra compter sur une aide financière de 100 000 $ pour soutenir les activités des TIC entreprises sur son territoire. M. Gaétan Lelièvre, ministre des Régions, et M. Sylvain Roy, député de Bonaventure. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec annonce une aide financière, une subvention à notre technocentre informatique ici à Chandler. On est heureux de faire une belle annonce, je pense, qui va donner de l'envergure à ce beau dossier-là qui a débuté il y a plusieurs années. Puis l'objectif, c'est de faire rayonner le technocentre non seulement dans la MRC, dans le côté sud de la Gaspésie, mais dans l'ensemble de la région Gaspésie-Madeleine. Donc, l'aide financière, c'est en 2 volets. C'est un premier volet de 150 000 qui est accordé au Technocentre pour permettre de prendre l'expansion puis de rayonner dans l'ensemble de la région. Puis également, une somme de 100 000 qu'on alloue à la MRC. Je salue Mme notre préfet, Diane. Donc, c'est 100 000 qui va être alloué aussi via le même fonds à la MRC. Et la MRC a choisi aussi d'investir dans le domaine des TIC, qu'on appelle, les technologies de l'information, pour venir augmenter la mise de fonds dans ce projet-là, puis permettre à ce dossier-là de prendre l'envergure. On parle d'une vingtaine, 20-25 emplois présentement ici à Chandler, mais on vise à augmenter de façon substantielle le nombre d'emplois parce qu'il y a beaucoup d'avenir dans ce créneau-là. C'est un projet qui est important, effectivement, parce qu'on dit souvent que les innovations viennent des villes. Mais ce n'est pas vrai. Ça vient souvent des régions. Les régions sont importantes dans le développement économique du Québec. Il va falloir donner un signal clair à ce niveau-là. Les technologies de l'information, on pense souvent que bon, comme vous le dites, c'est quelque chose qui doit se déployer dans les villes, mais la preuve est faite, ça peut se faire dans les régions. Puis là, j'aimerais souligner le travail exceptionnel des jeunes qui ont cru à ce projet-là, que je vois juste là. Ça a été des porteurs de dossiers extraordinaires. Ils ont cru à leur projet, ils l'ont déployé. Aujourd'hui, on voit qu'il va y avoir un redéploiement de leur projet à l'ensemble de la Gaspésie pour permettre peut-être l'implantation de, bon, on lance des chiffres comme ça, mais peut-être une quarantaine d'entreprises avec tout près de 200 emplois. Donc, les félicitations sont pour ces jeunes-là. J'aimerais leur donner une main d'applaudissement. Écoutons maintenant M. Greg Georges, président du Technocentre à Chandler. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le projet.
Aussi, on voit que présentement, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, notre message commence à porter fruit. Plusieurs municipalités et régions sont très intéressées au développement des TIC. On a vu ici localement, à Chandler, dans notre MRC, des entreprises, des nouveaux entreprises, des nouveaux jeunes qui sont arrivés, qui ont développé non seulement une expertise, des emplois, mais aussi une vraie développement durable qui aide notre MRC à se diversifier économiquement. Toujours le 1er mars dernier, à Chandler, au même endroit, avait lieu l'inauguration de l'Atelier d'art de Chandler. Cet atelier d'art héberge le Cercle des fermières de Chandler, le regroupement des artisans de Chandler, et fait partie intégrante du circuit des bâtisseurs. Le projet s'inscrit dans le cadre du développement des croisières internationales en Gaspésie. Écoutons dans l'ordre M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, Mme Diane Leboutillier, préfet de la MRC Rocher-Percé, et M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé et ministre des Régions. Actuellement, c'est l'émergence du créneau récréo-touristique à Chandler qui est en train de se dérouler actuellement, en ce moment. Donc, c'est important parce que le tourisme, c'est la première économie mondiale. C'est celle qui génère le plus d'activités économiques sur Terre. Et théoriquement, c'est en croissance. Donc, il y a une belle opportunité pour la ville de Chandler, le circuit des bâtisseurs, de vraiment investir là-dedans, puis de redéployer un secteur d'activité économique qui, dans le passé, je crois, n'a pas été déployé, étant donné la mission industrielle que la ville avait. La MRC du Rocher-Percé, via le programme du Pacte rural, qui émane de la politique nationale de la ruralité 2007-2014, est fière d'accompagner la réalisation de cet atelier d'art. Nous avons contribué à une hauteur de 40 000 $ en partenariat avec la ville de Chandler. Cet atelier d'art fera partie d'un ensemble appelé le circuit des bâtisseurs. La stratégie des croisières internationales, développée par l'ensemble des partenaires, permet ainsi à Chandler de mieux se positionner sur le marché avec ses acolytes, Percé et Gaspé, afin de mieux accueillir les croisiéristes. Dans le dossier des croisières internationales, c'est un dossier qu'on a mis en place il y a plusieurs années, que les gens ont mis en place, que je me suis joint avec eux dans les dernières années, avant de diriger vers la politique. Fait que je tiens peut-être à féliciter ces gens-là qui ont des visionnaires. Je vois Stéphane Sainte-Croix qui est le directeur d'Escale Gaspésie, qui travaille pour notre projet d'escale. L'escale, vous savez, ça regroupe 3 communautés. C'est le fun, c'est un bel exercice de concertation. Percé, Chandler et Gaspé, 3 communautés qui ont choisi d'unir leurs forces pour devenir une plus belle escale, plus attrayante sur l'ensemble du Saint-Laurent. On est la seule région, on est 7 escales sur le Saint-Laurent. On est la seule qui a réussi, puis qui a eu l'initiative de travailler en commun, 3 villes sur 2 MRC. Puis ça, je pense que c'est un bel exercice qu'on peut être fier, de concertation puis de maturité. On sait que en Gaspésie et aux îles, c'est pas toujours facile au niveau économique, fait qu'on est prêt à se serrer les coudes. Ça en est un exemple que je suis fier de présenter à des gens à Québec puis au gouvernement. C'est vraiment un dossier pour moi qui est porteur des croisières internationales parce qu'enfin, on sait que la Gaspésie a toujours été de renommée touristique avec son fameux tour de la Gaspésie. Mais là, on a réussi à diversifier, à amener des nouveaux produits. Puis encore une fois, avec les escales internationales, on amène un nouveau tour, le tourisme en Gaspésie via le fleuve, qui est notre étendard, qui est un peu notre étiquette, notre marque de commerce. Donc, si les bateaux de partout à travers le monde, tant européens qu'américains, décident de passer sur notre fleuve, chez nous en Gaspésie, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Parce qu'on choisit ces bateaux-là, ces compagnies-là, d'aller n'importe où dans le monde. Mais là, ils sont rendus chez nous, c'est parce qu'il y a sûrement de quoi de très, très intéressant. Il y a sûrement un beau potentiel au niveau de notre environnement, au niveau de nos paysages, au niveau de l'accueil des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Et ça, je pense que c'est un dossier qu'il faut miser à moyen et à long terme. Qui aurait dit qu'on aurait passé de 15 000 à 45 000 croisiéristes dans l'espace d'1 an. C'est ce qui s'est passé l'année passée. Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires à l'effet « Pourquoi investir dans les croisières? » Pourquoi? Parce que ça valait la peine. On a triplé la clientèle avec un minimum d'infrastructure. L'année passée, on a triplé la clientèle. On n'avait pas les équipements du parc ici, du circuit des bâtisseurs à Chandler. On n'avait pas le bâtiment de berceau du Canada à Gaspé. La gare n'était pas construite. Le train touristique s'en vient. Fait que ça ne peut qu'être mieux. Il faut être persévérant. Avec un lieu comme ici, vous êtes directement dans la mire des croisiéristes.
Là, il reste à amener les bateaux tranquillement ici à Chandler. Puis j'espère qu'un jour, on va en avoir assez en Gaspésie qu'on va devoir répartir, remplir ce train touristique-là, la date Chandler, puis faire visiter les sites là, qui sont dans la MRC Rocher-Percé. Il existe à Grande-Rivière un programme de remise en forme pour ceux qui souffrent de maladies chroniques. Pour en savoir plus, regardons ensemble l'entrevue qui suit. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Jean-Luc Bugeaud, propriétaire du Lys Santé à Grande-Rivière, et M. Tim Sutton, kinésiologue. Alors, bienvenue à l'émission Reflet d'ici. Merci beaucoup. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, aujourd'hui, on se rencontre à l'émission Reflet d'ici pour parler d'un programme qui a été mis sur pied en collaboration avec le C3S du Rocher-Percé et le Lys Santé. Le programme s'appelle le Programme des maladies chroniques. Alors, pour en savoir plus, on va peut-être débuter avec vous, M. Sutton. Ça consiste en quoi, le programme en tant que tel? Oui, le programme consiste en 2 rencontres par semaine au gym, le Lys Santé pour la population de Grande-Rivière. On travaille surtout les habitudes de vie, les saines habitudes de vie. On emmène les gens à prendre en charge leur propre santé. Ça s'adresse à quel genre de clientèle? Une clientèle quand même spécifique? Oui, des gens atteints de maladies chroniques, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires ou même l'insuffisance rénale. Hypertendus, les gens hypertendus, le cholestérol, tous les gens qui ont ces genres de problèmes-là ont le droit de participer au programme des maladies chroniques. On parle d'un programme qui est encadré vraiment par des professionnels aussi, non? Oui, il y a un suivi intensif fait par 3 professionnels surtout. Un professionnel au niveau de la nutrition, le kinésiologue au niveau de l'activité physique et l'infirmière au niveau du suivi médicaments puis ces choses-là. Et on prend en charge la personne au complet. La procédure à suivre pour pouvoir s'y inscrire, participer à ce programme-là? Oui, bien entendu, il y a la façon typique de s'inscrire à un programme, passer par son médecin. Oui. Bien entendu, les références médicales, ou si vous avez d'autres professionnels de santé dans votre milieu qui font vos suivis, vous pouvez passer par eux aussi. Ou des fois, s'il y en a des gens qui n'ont pas de médecin de famille, puis ça, vous pouvez m'appeler directement au CLSC. Est-ce que je laisse mon numéro? Oui, vous pouvez y aller, il va apparaître à bas de l'écran. Oui, au 418-689-2572, demandez pour Tim Sutton, il va vous transférer à ma boîte vocale. On n'en est pas au début de cette collaboration-là entre le Lys Santé et vous, ou un représentant du C3S, bien sûr. On va bientôt entamer la 4e phase. Ça a commencé en septembre 2011. Oui, en septembre 2011, on était un projet de recherche qui a été financé par le gouvernement et la pharmaceutique Pfizer. D'accord. On a eu un financement de 700 000 pour mettre en œuvre justement un programme pour les gens atteints de maladies chroniques. Il n'y avait pas vraiment de programme pour eux en région. Souvent, il fallait aller dans les centres spécialisés à l'extérieur, soit à Montréal, Québec, Rimouski. Là, on essaie de faire un suivi plus intensif pour nos gens. C'est un changement total de suivi. Ici, c'était le médecin qui rencontrait son patient, prescrit des médicaments, revoit le patient plus tard, vérifie la santé, le bilan n'est pas correct, ajoute une pilule, un autre médicament, ou traitement après traitement. Là, on voit que le secret, c'est de prendre soin des habitudes de vie. Bouger plus, manger mieux. Leur enseigner, dans le fond. Hein? Exactement. Leur enseigner comment se débrouiller avec la petite maladie qu'ils ont. Oui, tout à fait. Et quoi de mieux que de jumeler de l'activité physique pour justement aider à améliorer la qualité de santé de cette clientèle bien ciblée. Avant le programme, le projet qui est devenu un programme, les suivis étaient faits au bureau. C'était des rencontres, on donnait des conseils aux gens, même chose en nutrition, on donnait des petits conseils. Revenez nous voir après tant de temps, puis on va vous reconseiller des nouvelles choses. Maintenant, c'est qu'on les emmène, on leur fait faire l'activité physique, on leur demande de bien manger, puis ils nous font des comptes rendus avec des bilans alimentaires et tout. Comme ça, on met vraiment le pratico-pratique à l'avant-scène. C'est pas juste, on vous dit quoi faire, faites-le. Si vous le faites pas, ben on va vous conseiller encore. Là, on vous les fait faire, puis une fois que c'est fait, ben on voit que c'est très bénéfique. Et tout cela se déroule au Lys Santé de Grande-Rivière? Tout à fait. Avec M. Jean-Luc, propriétaire? Oui. Donc, comment ça se passe chez vous? On parle de combien de fois par semaine, sur une période de combien de temps? Et puis, on peut profiter de l'ensemble des équipements qui sont disponibles au Lys Santé, bien sûr. Bien, écoute, avec le programme de maladies qu'on a en collaboration avec le C3S, on y va avec une fréquence de 2 fois par semaine. Et je te dirais que c'est une façon, depuis que je vois le programme aller, je dirais que c'est une façon d'éliminer les pilules. Je vois pas mieux que ça là, pour éliminer les pilules, puis te garder en bonne santé, puis t'habituer à faire quelque chose de bien.
parce que tout le monde est là. La nutritionniste est là, le kinésiologue est là, le professionnel, puis tu as aussi les infirmières qui sont là au cas de choses. Puis nous, on est formés en plus par eux pour justement la RCR et tout ce qui rentre en ligne de compte. On a aussi notre... j'ai oublié le terme, tiens, tu vas peut-être m'aider. Le défibrillateur. Défibrillateur cardiaque. Fait que, faire repartir le moteur quand il manque. Oui, exactement. Ouais. C'est jamais arrivé, ça arrivera peut-être jamais. Non, mais il faut toujours... ça prouve juste qu'il y a un encadrement professionnel qui est fait. Et puis lorsqu'on va s'entraîner au lycée santé avec les différents intervenants, ça se fait de façon sécuritaire. Exactement. Et Jean-Luc avait ciblé aussi des gens qui ont eu la formation en RCR et défibrillateur de ses clients, qui ont appris à l'utiliser. Bon. Fait qu'à tous les heures, il y a toujours quelqu'un qui va être formé pour l'utiliser si jamais quelque chose arrive. Donc, non seulement c'est dans une atmosphère sécuritaire, mais ça se fait avec des groupes préétablis d'à peu près 10 à 15 personnes. Donc, c'est pas surchargé là, comme procédure d'approche. Non, mais on a un horaire établi. On a établi un horaire qui fait l'affaire de tout le monde, 2 fois par semaine. Puis c'est un programme qui est tout à fait gratuit. Écoute, je ne sais pas si la population est en mesure de calculer combien est-ce que ça pourrait coûter. Si tu allais dans un grand centre, puis te faire suivre par une équipe de professionnels comme ça, ton inscription au gym, tes frais d'abonnement, les frais du kinésiologue, l'infirmière, la nutritionniste, comment que ça pourrait te coûter ça pour 12 semaines d'entraînement? Ici, ça coûte 0. Donc, aux gens de se prémunir de ce bon service-là. Puis ça permet de se redonner une qualité de vie, et peut-être même repartir sur une nouvelle base qui va nous permettre d'avoir une meilleure santé, puis de se débarrasser de ces maudites pilules-là. Mais voilà, c'est la volonté qui fait qui fait toute la différence. Qui fait la différence. Nous, on peut aider. On est là, Tim est là avec son équipe, puis ils font du excellent travail. Il reste que la volonté... Peut-être une petite parenthèse, quand je dis se débarrasser des maudites pilules, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire nécessairement que du jour au lendemain, tu n'auras pas besoin de pilules. Mais c'est prouvé que lorsqu'on a un programme d'exercice régulier, ça peut arriver qu'on en arrive du moins à diminuer les médicaments, juste pour ne pas faire de mauvaises interprétations aux gens. Il ne faut pas faire peur aux gens, c'est certain, mais on l'a vécu aussi avec les gens du programme. Les diabétiques prennent moins de pilules, les hypertendus, des fois, on les élimine complètement. Bon. Alors, c'est vraiment une volonté du participant de se prendre en main. Si les autres ont la volonté, bien, nous, on est capable d'aller très loin avec eux. Donc, c'est vraiment un super de beau programme. Donc, la prochaine, on va appeler ça cohorte, débute très bientôt. Oui. Donc, vous avez rappelé tout à l'heure les différentes façons de pouvoir procéder pour s'inscrire. Et puis, autre fait qui est très intéressant, c'est que l'équipe technique qui encadre de façon professionnelle tout cet entraînement-là est disponible pour les gens qui sont au gym aussi pour s'entraîner de façon régulière. Voilà, exactement. Ça, c'est super. Là. Ben écoute, c'est un cadeau du ciel. Qu'est-ce que tu veux avoir de plus? Si tu es membre du gym, tu viens, tu as besoin de conseils de nutrition, tu vas voir Tim, tu lui demandes, puis il va te référer à la nutritionniste. L'infirmière est là, lui est là pour des conseils au niveau de la kinésiologue. C'est incroyable. De ma part à moi, c'est un programme chapeau que j'appelle. Donc, peut-être rappeler les coordonnées, ça va apparaître les gens à la maison en bas de l'écran, le 689-2572. On appelle directement M. Sutton, ou on peut tout simplement contacter notre ami Jean-Luc, très bien connu dans la région. Ça va te faire plaisir de donner l'information toi aussi. Oui, de vous transférer à Tim, au pire, et tout ça. Puis on s'était dit en préparation d'entrevue, Jean-Luc, qu'on allait terminer en faisant un lien avec une entrevue que j'ai faite directement au lycée santé. Une entrevue, je crois, qui va quand même être assez impressionnante pour les gens à la maison. On parle de les répercussions que peuvent avoir dans la vie de tous les jours un bon entraînement. Eh bien, on a M. Anthony Vallée qui a carrément vécu je vais appeler ça une transformation extrême, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire, en s'entraînant directement au gym. Peut-être nous donner un peu de détails, s'il te plaît, Jean-Luc. Écoute, c'est pratiquement incroyable de voir la transformation pour dire aux gens qu'il n'y a pas juste à la télé, à l'émission Keep Ergon, qu'on peut voir des choses comme ça. Ça se produit dans notre coin avec quelqu'un qui a de la volonté, quelqu'un qui a perdu il a perdu une personne. C'est comme s'il avait pris une personne de lui puis il l'avait mis aux côtés. Carrément. Je veux vous laisser le découvrir parce que dans le fond, je ne veux pas vous donner le punch de notre entrevue qu'on a fait, mais je vous laisse le découvrir. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose. C'est un exemple à suivre.
Donc, merci beaucoup de votre visite à l'émission Reflet d'ici. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. On va peut-être se rencontrer de façon régulière pour faire le point, soit à la mi-programme ou à la fin du programme. Aucun problème. Ou tout simplement pour faire de la promotion pour ce qui va suivre. Donc, c'est ce qui va terminer. On s'en va retrouver M. Anthony Vallée, directement au Lys Santé de Grande-Rivière. Alors, bonsoir, M. Vallée. Bonjour. Alors, parle-nous un peu de ton expérience. On va voir des photos durant l'ensemble de l'entrevue. Tu avais vraiment vécu une transformation physique importante, une grosse perte de poids en faisant de l'activité physique. Oui, j'ai commencé le 15 décembre 2011. Bien, mes motivations pour avoir commencé, j'avais mal des pieds, j'avais mal dans les talons, puis je me sentais beaucoup fatigué. J'avais mes enfants à m'occuper, puis j'ai commencé tranquillement. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'entraîner au Lys Santé dans un gym en particulier au lieu de faire une autre activité physique? Bien, ici, c'est la meilleure place pour perdre du poids avec les bons conseils de Jean-Luc puis ça. J'ai vécu l'expérience, puis c'est pour ma santé, puis m'occuper des problèmes de santé que j'avais, mes mal de pieds, mes mal de genoux. Ça a commencé à avoir des conséquences sur ta santé, ton poids, là? Oui, à 436 livres, oui. Et puis au niveau de l'horaire, de la flexibilité, c'était parfait pour toi? Oui, les horaires, oui. C'est ouvert 7 jours par semaine. On a une clé quand on veut pour rentrer, puis c'est accessible tout le temps. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Là, ça fait 14 mois. Là, j'ai une perte de poids de 205 livres. 205 livres en 14 mois? Oui. On peut dire que c'est efficace? Oui, c'est efficace. Et avec les machines qu'ils ont, sophistiqué, les cardio, la musculation. Justement, parle-nous de en quoi consiste l'entraînement en tant que tel. Bien, mon entraînement, je fais 40 minutes de cardio par jour. Je fais 1 heure de musculation. Sa musculation, c'est des hautes séries de 20-25 pour brûler le gras au maximum. Puis le cardio, bien, c'est à peu près 40 minutes par jour. Je viens entre 5 jours par semaine. Donc, au niveau de la fréquence, combien de fois par semaine tu t'es entraîné sur cette période de 14 mois-là? Bien, c'est environ... Quand j'ai commencé au début, je n'ai environ 5-6 jours par semaine. Puis à t'entraîner, quand on parle du mythe que quand on s'entraîne, on fait juste grossir, c'est pas le cas, là? Non, c'est pas vrai. Moi, la musculation, moi, je fais ça en poids léger. C'est haute répétition. Il y a eu des séries de 10, bien, c'est 20-25. C'est 3 séries, mais en série de 20-25 par coup. Donc, on peut peut-être rappeler aux gens à la maison, ton poids, lorsque tu as débuté, c'était combien déjà? 436 livres. Pour en arriver au résultat de? Là, j'étais à 231. Puis comment tu penses arriver à garder ce poids santé-là? Est-ce que tu vas continuer à venir ici toujours ou tu vas varier tes entraînements? Non, c'est de continuer à m'entraîner, me garder en forme. Ça fait du bien. Puis mon alimentation aussi que je watch beaucoup. Au niveau de la qualité de vie, ça a dû vraiment faire un grand changement dans ta vie personnelle aussi? Oui, tout a changé. Pour faire les activités avec mes enfants, bien, les affaires, tout a changé. C'est plus comme avant. Quel conseil tu donnerais à la population pour une personne qui aurait un surplus de poids puis qui voudrait passer à travers de cette épreuve-là? Parce que c'est quand même difficile de vivre avec un surplus de poids. Quel conseil tu donnerais aux gens à la maison qui se posent la question, est-ce que ça vaut la peine de faire de l'exercice, de changer son mode de vie en fin de compte? Bien, c'est la meilleure place pour perdre du poids. Avec les bons conseils de Jean-Luc, il n'y a personne qui peut dire que ça ne marche pas. Moi, je l'ai vécu puis ça a marché super. Donc, les gens qui voudraient se faire... organiser un programme d'entraînement spécifique, il n'a qu'à contacter le Lys Santé et venir rencontrer Jean-Luc. Oui, avec Jean-Luc, pas de problème. Ça a marché pour moi. Il n'y a personne qui peut dire que ça ne marche pas. Il n'y a personne qui peut dire que ça ne marche pas. Donc, tu es très fier du choix de changement de vie que tu as fait? Oui, très fier. Ben, restant de mes jours. Bien, félicitations. Le changement est vraiment là, véritable. Et puis, c'est toute une épreuve, pas une épreuve, mais un défi que tu as relevé. Félicitations. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio le ministre des Régions, ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Alors, bonsoir, M. Lelièvre. Bonsoir. Vous allez bien? Très, très bien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans nos studios. Bien, ça me fait plaisir. Je suis content d'être avec vous et pouvoir m'entretenir avec la population du secteur du Rocher-Percé. M. Lelièvre, la semaine dernière, vous avez publié une lettre ouverte dans l'ensemble des médias pour faire le point sur la façon avec laquelle les médias traitent de la Gaspésie. Et il faut se le dire, on a entendu des choses dans les dernières semaines avec le dossier Haldeman à Gaspé, la réforme de l'assurance-emploi, la réalité de la saisonnalité
de notre région. On a souvent dénigré les Gaspésiens et j'imagine qu'à un certain moment donné, vous vous êtes dit « assez, c'est assez », d'où la publication de cette lettre ouverte. Effectivement. Dans les dernières semaines, là, dans la presse nationale, que ce soit au niveau des journaux, au niveau de la radio, de la télévision, on a lu ou entendu beaucoup de nouvelles négatives à l'égard des Gaspésiens et des Gaspésiennes, beaucoup de préjugés. On a fait des rapprochements entre le fait que les Gaspésiens se posaient des questions sur le développement pétrolier, mais qu'en même temps, on était pour l'assurance-emploi. On a tenté des fois de dire qu'on était finalement que les Gaspésiens et les Gaspésiennes étaient des gens pas très intéressés à travailler à l'année, qu'on se plaisait au niveau de l'assurance-emploi, puis qu'on était très exigeant en termes de vision de développement. On ne voulait pas développer le pétrole, les ressources naturelles, etc. Donc, je pense que assez, c'était assez, comme vous l'avez dit tantôt. Il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup de préjugés qui ont été avancés. Puis, c'est dommage, parce que c'est quand même des gens qui sont des éditorialistes, je m'excuse, la misère avec le mot, donc des gens qui sont dans les grands quotidiens, comme éditorialistes, des gens qui sont aussi au niveau de certaines stations radio, mais aussi des politiciens et d'ex-politiciens qui ont porté des commentaires qui sont vraiment inapropos sur notre région et sur notre population. Il y a beaucoup de préjugés en regard de la Gaspésie, puis ça fait longtemps qu'on vit ça. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, un reportage à Radio-Canada de la part de M. Paul Toutan, qui avait fait aussi parler beaucoup en région. On parlait beaucoup des faiblesses, de l'éloignement de la Gaspésie, mais on avait ignoré complètement nos forces, nos potentiels. Puis régulièrement, on voit, encore malheureusement, là, des citations de ce sorte-là. Carrément nous traiter de paresseux? Ou dans les dernières semaines, c'était carrément un manque de respect. C'était vraiment inapropos, inacceptable. Là. Puis aujourd'hui, en 2013, là, je pense qu'on doit... le respect doit être présent, surtout dans les médias, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, comme député du comté de Gaspé, puis comme ministre responsable des régions, j'ai jugé que c'était le temps de m'emmener de dire, écoutez, un peu de respect pour les régions, puis de ramener le discours là, où il se devait d'être. Puis, j'ai émis une lettre ouverte qui a été publiée là, dans différents médias nationaux, régionaux. Puis je crois que les gens ont apprécié qu'on défende les Gaspésiens et les Gaspésiennes parce que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on était l'objet des manchettes, puis de façon erronée souvent. Il y a quand même une certaine prise de conscience à l'intérieur de cette lettre-là, vous en parliez, à savoir qu'il y a 5 fois plus de Gaspésiens dans les grands centres qu'il y en a même en Gaspésie, et aussi sur l'importance qu'il ne faut pas oublier qu'il y a bien des choses qui sont produites en Gaspésie qui créent de l'emploi dans les grands centres. Cette prise de conscience-là. Effectivement, Mirko, c'est très important ce que tu amènes là. Il y a 5 fois plus de Gaspésiens et de Gaspésiennes en dehors de la région, donc 5 à 600 000. C'est quelque chose. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, ces gens-là sont des gens qui ont quitté la région, souvent faute de travail. C'est des gens qui ont des compétences, qui vont contribuer au développement du Québec. Malheureusement, on n'a pas ces gens-là ici en région parce qu'on n'est pas en mesure de leur fournir les emplois qui correspondent à leurs besoins. Puis ça, c'est une richesse. Donc, si les grands centres s'enrichissent, si la population augmente, c'est grâce aux régions. La Gaspésie est une des régions qui exporte le plus de cerveaux. On a des Gaspésiens et des Gaspésiennes qui sont dans différents postes là, d'importance. On en connaît tous là, dans nos familles, dans nos milieux. Puis, les régions en général, les régions sont des pouponnières pour les grands centres. Là. Puis l'Abitibi, la Côte-Nord, le Lac-Saint-Jean, ces régions-là aussi jouent le même rôle. Nos populations s'en vont souvent à l'extérieur pour étudier. Nos jeunes quittent, puis malheureusement ne reviennent souvent jamais ou très peu. Donc, c'est vraiment une richesse. La plus grande richesse d'un pays, d'une nation, c'est ses citoyens et ses citoyennes. Donc, nous, on exporte cette richesse-là, sans parler des ressources naturelles aussi. Si on regarde on nous dit que l'endroit au Québec où il y a le plus de transformation de produits marins, c'est Saint-Hyacinthe. La plus grande valeur ajoutée en termes de produits marins se fait à Saint-Hyacinthe, alors qu'on sait qu'il y a très peu de prélèvements. Le prélèvement des matières, des produits de la mer se fait essentiellement en Gaspésie, un peu sur la Côte-Nord, aux îles de la Madeleine aussi. Donc, l'exemple des produits marins, ça en est un. On peut parler de la forêt aussi. On exporte vers l'extérieur souvent notre bois à l'état brut, puis on lui donne une valeur ajoutée, on le transforme en meubles, on le transforme en produit à valeur ajoutée dans les grands centres, ce qui crée une richesse.
Les ressources naturelles, on peut parler aussi du cuivre, hein? Le cuivre de Murdochville, pendant 50 ans, qui a alimenté l'ensemble du Québec. L'aluminium de la Côte-Nord. L'éolien, on a 800 à 900 emplois dans la région Gaspésie de la Madeleine, plus la MRC de Matane, mais on parle de plus de 3000 emplois qui sont créés à partir de l'éolien en dehors de la région désignée. Donc, les éoliennes qui sont installées dans les régions, beaucoup de composantes sont manufacturées dans les grands centres. On pourrait en nommer beaucoup. Oui. Les universités, les cégeps regorgent de clientèle, des gens des régions qui occupent. Donc, on dit qu'un jeune, un étudiant, une étudiante des régions qui vit dans les grands centres, c'est 15 à 20 000 $ par année. Donc, encore là, on contribue à enrichir les grands centres. Puis encore là, le discours que je veux avoir n'est pas un discours de mettre en opposition Montréal, Québec, Trois-Rivières versus les régions ou la Gaspésie, parce que chacun a un rôle à jouer. Hein? On a besoin d'une métropole comme Montréal forte. On a besoin d'une capitale nationale qui est belle, qui est attirante, qui fait notre fierté. Puis on a besoin aussi de trouver une place, un créneau pour chacune des régions du Québec. Donc, au lieu de diviser les régions, les monter entre elles, comme certains médias ont tenté de faire dans les dernières semaines, je pense qu'on doit plutôt travailler ensemble, puis avec du respect, puis avec un souci de voir un Québec qui est occupé de façon raisonnable, de façon convenable dans l'ensemble du territoire. On a une politique d'occupation du territoire au Québec. Bien, si on a décidé d'adopter une politique de développement puis d'occupation du territoire, il faut être cohérent. Il faut qu'on donne les conditions de base à l'ensemble de ces régions-là pour pouvoir fournir à la population des conditions de vie décentes. Donc, aucun complexe d'être gaspésien et aucun complexe non plus de vivre en région. Les régions participent encore au développement de l'économie globale du Québec. Absolument. Puis on en est convaincu, puis je pense qu'on a fait nos preuves. Même, on peut en être fier. Si on a une belle qualité de vie dans les régions comme on a présentement, c'est parce que les gens ont pris les bonnes décisions à l'époque. Les gens ont été responsables, puis ont été visionnaires, puis c'est important. Il faut être fier de nos régions. Puis il y a de l'avenir pour les régions, mais il va falloir que nos décideurs, puis nos deux paliers de gouvernement, autant le fédéral que Québec, nous donnent des moyens pour développer, pour mettre vraiment de l'avant nos potentiels, parce qu'on est bourré de potentiel. On a beaucoup de potentiels qui sont sous-utilisés. Puis il faut que ces potentiels-là soient développés à partir de la région pour créer de l'emploi, puis des revenus dans nos régions, pas toujours exportés vers l'extérieur, malheureusement, comme on a fait pendant longtemps. Petite parenthèse sur le développement du pétrole à Gaspé. Qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement fasse pour que ce développement-là puisse aboutir, que tout cela se fasse avec un respect non seulement de l'environnement, mais de la qualité de l'eau potable? En fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé que ce dossier-là, dans le fond, il est entré un peu dans un genre de cul-de-sac, là? Oui, effectivement. Le dossier du pétrole est un dossier très complexe. Puis, dans quelques mots, là, on peut dire ce qu'on vit présentement, tout l'affrontement qui se passe entre la ville de Gaspé, mais qui a été appuyé par la Conférence régionale des élus, par les MRC, par d'autres communautés, versus l'industrie. Tout ça, cette situation-là qui est déplorable, on est confronté à un cul-de-sac. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de vision présentement au Québec. On n'a pas eu de vision dans les dernières années pour pouvoir planifier un développement responsable de l'industrie pétrolière et gazière. Je m'explique. Ça fait 4 à 5 ans, minimum, qu'on sait qu'à Gaspé et en Gaspésie, il y a de l'exploration et du développement pétrolier qui est à nos portes. Est-ce que c'est normal qu'on n'a pas adopté une loi pour prévoir les modalités d'exploitation des pétrolières et des industries gazières? Est-ce que c'est normal qu'on n'a pas adopté de réglementation au niveau du ministère de l'Environnement pour s'assurer que le développement pétrolier se fasse dans le respect de la nappe phréatique, de l'eau potable? Non, c'est pas normal. On est arrivé au pouvoir le 4 septembre, notre gouvernement. Bon, le dossier pétrolier était très avancé. Maintenant, il y a eu un geste qui a été posé par la ville de Gaspé qui était un peu désabusé de tout ça, qui voyait finalement le développement pétrolier se faire. Et la ville avait des préoccupations, avait adressé des questions à l'ancien gouvernement en disant qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau potable, qu'est-ce qui se passe au niveau des distances, des résidences, etc. Puis, faute de réponse, la ville a utilisé un moyen qui était à sa disposition, qui était l'adoption d'un règlement pour la protection de l'eau potable. Nous, ce qu'on travaille présentement, c'est à déposer au niveau du ministère de l'Environnement ce fameux règlement-là.
d'ici le mois de mars ou avril, on veut déposer un règlement qui est beaucoup plus rapide qu'une loi. Donc, le ministre de l'Environnement, M. Blanchette, veut adopter une réglementation pour protéger l'eau potable. Et dans un deuxième temps, on veut mettre en place une loi qui va être spécifiquement attitrée au développement pétrolier. Présentement, le développement pétrolier est régi par une loi qui est une ancienne loi, qui est la loi sur les mines, qui date des années 1800, qui n'a pas été mise à jour depuis plus d'une dizaine d'années. Et cette loi-là tient très peu en compte là, des particularités de tout ce qui se rattache au développement du pétrole. Donc, on a absence de cadre réglementaire, absence de cadre légal, mais pourtant, l'industrie est à nos portes. Tu sais, en résumé, ce que je dis souvent, c'est pas normal que les grues soient arrivées sur le terrain avant que les lois et les règlements soient en place. Normalement, un pays, une nation, une province qui est responsable doit s'assurer d'avoir des règlements, des lois pour protéger ses citoyens, protéger des éléments aussi importants que l'eau potable avant d'émettre des permis. Mais les permis ont été émis entre 2005 et le 12 juin 2012, donc juste la veille des élections, le dernier permis, mais les lois, malheureusement, n'étaient pas adoptées. Donc, on travaille présentement, notre gouvernement, pour tenter de rattraper le temps perdu, mais c'est quand même des éléments qui sont complexes. Ça prend quelques mois, puis on va tout faire pour donner un cadre réglementaire pour que les industries pétrolières puissent savoir dans quoi elles s'embarquent, parce que c'est pas un cadeau pour eux autres non plus. Non. Ils ont obtenu des permis. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'objectent, avec raison, mais il reste que ces gens-là ont obtenu leur permis et seraient en droit, jusqu'à preuve du contraire, d'intervenir. Mais bon, suite aux négociations avec le gouvernement, on a réussi à ralentir le processus et on espère pouvoir adopter un cadre réglementaire pour pouvoir développer le pétrole, mais le faire dans le respect de l'environnement, des populations, de la santé, etc. Ces lois-là, ça va être loi ou règlement, ça devrait se faire dans les prochains mois. À partir du moment où tout ça va être clair, ça va peut-être être plus facile de cheminer tant au niveau de la ville qu'au niveau de Pétrolia et surtout plus facile de rendre tout ça plus acceptable pour le milieu en tant que tel. C'est l'objectif qu'on poursuit. Ça va servir de clarifier les choses. Ça va servir de tuteur pour le développement futur. Ça, c'est important. Il faut se dire qu'on est en train de développer l'industrie pétrolière au Québec à partir du modèle de ce qui se passe en Gaspésie chez nous. Bon. Donc, c'est important que la Gaspésie ne serve pas de cobaye une fois de plus. On a une industrie touristique qui est très forte. On a parlé de qualité de vie tantôt. On a parlé de l'importance de l'environnement. Il y a des jeunes familles qui reviennent de plus en plus dans notre région. Puis ces gens-là veulent avoir une qualité de vie, veulent la maintenir, et c'est normal. C'est ce qu'il nous reste. On a épuisé beaucoup de nos ressources naturelles. On doit apprendre de nos erreurs. Puis oui, on veut développer comme gouvernement le pétrole au Québec. Le Parti québécois veut développer le pétrole, mais on veut le faire de façon responsable. Puis agir de façon responsable, c'est minimalement avoir un cadre légal puis réglementaire qui tient compte de l'ensemble des éléments qui sont inclus dans la dimension pétrolière. Tout autre dossier, maintenant, on parle beaucoup du développement des régions, de soutenir les régions. Je sais que le dossier de l'assurance-emploi, c'est un dossier qui est du fédéral. On sait que le gouvernement fédéral garde sa position. En tout cas, ça semble malheureusement être le cas si on regarde ce qui s'est passé dans les derniers jours. Qu'est-ce que le gouvernement provincial va pouvoir faire pour soutenir les chômeurs du Québec si jamais le gouvernement fédéral, malheureusement, garde le cap qu'il a décidé de suivre actuellement? C'est catastrophique là, pour les régions, puis quelque part, ces chômeurs-là se retrouvent dans une situation très difficile et ils vont vouloir demander de l'aide et ils ne sauront pas vraiment où la demander, cette aide-là. Là. Écoutez, la réforme de l'assurance-emploi, là, c'est extrêmement important. Pour les régions ressources, surtout, donc pour notre région, où la saisonnalité, comme vous l'avez mentionné, là, est vraiment là, très présente dans notre économie. Puis on ne peut rien y faire. En tant qu'il va y avoir des saisons, il y a un hiver, il y a un été, puis on ne peut rien y faire. On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est en plein ça, c'est bien dit. C'est pas par choix qu'on veut travailler de façon saisonnière. Là. Si les Gaspésiens et les Gaspésiennes étaient paresseux, il n'y en aura pas 5 fois plus en dehors de la Gaspésie qui sont exilés pour aller travailler. Je pense que le plus bel exemple est là. Donc, on est lié, on est relié directement à la saisonnalité, au caractère saisonnier de l'agriculture, de la pêche, de la forêt, le tourisme. Puis c'est encore nos axes qui sont forts. On doit composer avec ces axes-là pour encore un certain temps. On veut diversifier l'économie, mais c'est pas évident quand c'est une région éloignée. Écoutez, le fédéral, c'est un coup dur de plus pour les régions. Le fédéral nous a donné plusieurs coups durs dans les dernières décennies. Puis ça, je le dis, je crois, le plus objectivement possible, qu'on regarde tous les outils que le fédéral a retirés aux régions. On nous a retiré nos moyens de transport. En 1996, on a coupé le chemin de fer en Gaspésie. Il a fallu que 4 MRC achètent un chemin de fer,
puis tente de le rentabiliser. C'est tout un défi. Il n'y a pas beaucoup de régions qui sont aux prises avec un défi comme ça. Ensuite, ça a été les aéroports. Hein? L'aéroport de Gaspé, 98, le fédéral menace de fermer l'aéroport. La ville a dû la prendre. Et on est dans une situation précaire. On n'a pas d'aide pour le transport aérien, ce qui fait qu'on paye entre 1000 et 1600 pièces du billet pour un déplacement de Québec à Montréal. C'est complètement inacceptable. Une autre mesure fédérale qui a fait mal. On a touché l'ensemble de nos infrastructures, les ports de mer. Combien de petits ports de mer dans nos communautés ont été touchés soit par des diminutions des budgets d'entretien, soit par des abandons, puis c'est les administrations portuaires, puis les communautés locales, les municipalités, entre autres, qui doivent se ramasser avec la gestion des équipements qui étaient pourtant de juridiction fédérale. Là, on touche à notre ressource qui est la plus importante, nos ressources humaines. Ça, c'est un pas là, que le fédéral est en train de franchir, qui est vraiment très, très important, très grave, puis qui va avoir vraiment des grosses conséquences. Parce que quand on parle d'amener une réforme qui va entraîner des pertes de revenus de 5 à 8 semaines de salaire dans certaines familles, c'est très inquiétant. Aujourd'hui, les gens ont besoin, hein, ils ont un budget, ils ont besoin de leur budget pour vivre. Puis ces gens-là, là, c'est pas des gros salaires. Là. Les gens qui travaillent dans les industries saisonnières, c'est des salaires très modestes. Ils font des miracles, ces gens-là, pour arriver à équilibrer leur budget. Puis là, on leur enlève 5, 6, 7, 8 semaines. C'est vraiment inquiétant. Moi, ma crainte, c'est qu'on perde beaucoup de Gaspésiens et de Gaspésiennes encore. Parce qu'à un moment donné, il vient un jour où là, tu ne peux plus là, continuer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que présentement, dans la grandeur du Québec, on cherche des employés. Tout le monde est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, cette main-d'œuvre-là, qui est spécialisée dans des domaines saisonniers, on risque de la perdre parce qu'il y a d'autres entreprises ailleurs au Québec qui ont besoin, qui ont une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça va favoriser l'exode encore de notre population. On n'a pas besoin de ça en Gaspésie. On se bat depuis des décennies pour maintenir notre monde, pour développer l'économie. Le gouvernement du Québec, les MRC, les municipalités, les organismes, on travaille pour développer des programmes, des nouveaux créneaux qui nous ont permis de stabiliser relativement notre économie. Mais là, avec cette réforme-là, ça attaque directement les travailleurs, puis indirectement, c'est nos communautés qui vont être touchées. Nous, au gouvernement du Québec, ce qu'on envisage de faire, présentement, la ministre Maltais travaille sur un programme pour essayer d'intervenir pour éviter le fameux trou noir. Mais on parle en termes de semaines. Les délais sont extrêmement serrés. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à mettre en place des mesures pour régler la problématique cette année? Ça va être difficile. Oui, il y a un bout qui va être fait, puis le bout où on pense qu'on peut intervenir plus rapidement, c'est un programme de formation. On va en profiter pour tenter de mettre des programmes de formation en place pour les travailleurs qui vont pouvoir s'inscrire à des programmes de formation, puis combler le manque à gagner. C'est ce qu'on vise à faire, mais comme je le disais, il faut être honnête, là, je ne suis pas certain qu'on va pouvoir régler tous les problèmes cette année, compte tenu des délais qui sont extrêmement courts. Il y a des travailleurs qui commencent dans les prochaines semaines à avoir le trou noir. Là. Le temps de mettre en place des mesures, ça va prendre un certain temps. Mais on veut travailler à ce niveau-là. Donc, les travailleurs qui sont les moins âgés. C'est sûr que les travailleurs les plus âgés, on ne leur demandera pas de retourner chez les bancs d'école comme ça a déjà été fait dans le passé. Je crois qu'il faut respecter ces travailleurs-là qui sont en fin de carrière, les amener par des mesures plus occupationnelles. Est-ce que ça va être nos organismes locaux, régionaux qui vont avoir des enveloppes pour tenter de faire travailler ces personnes-là pour leur permettre de traverser le trou noir? Donc, deux mesures. Une, principalement axée sur la formation pour les plus jeunes travailleurs, parce qu'on sait que la formation aujourd'hui, c'est incontournable. Oui. Si tu veux améliorer tes chances d'avoir des emplois intéressants, ça te prend un minimum de formation. Donc, commencer peut-être par ceux qui n'ont pas terminé leur secondaire 5. Oui. Ensuite, aller vers ceux qui ont leur secondaire 5, mais qui veulent suivre une formation sur mesure. On regarde tout ça, mais les délais sont extrêmement serrés. Puis, c'est dommage, hein, parce que, je vous dis ça, là, bien sincèrement, là, l'assurance-emploi, elle est rentable. Le pire, c'est qu'elle est rentable. On a 57 milliards de dollars là, dans les dernières années qui ont été en surplus approprié. Hein? Le fédéral a pris 57 milliards de surplus dans la caisse d'assurance-emploi qui est payé seulement par les employés et les employeurs pour grossir le surplus du fédéral. Aujourd'hui, oui, on a un léger déficit, mais si on avait maintenu le 57 milliards de surplus dans la caisse, on ne serait pas obligé de couper aujourd'hui. Le fédéral s'est vraiment approprié 57 milliards d'argent qui appartenait aux employeurs et aux employés. Puis aujourd'hui, on dit oui, il y a une petite crise, là, on a un déficit, puis on va tout de suite aller vers les mesures dures qui pénalisent les travailleurs saisonniers. C'est pas correct. C'est pas correct, puis c'est déplorable. Puis du côté du gouvernement du Québec, on va tout faire pour essayer d'aider, mais c'est sûr qu'on n'a pas tous les sommes là, en notre possession pour pallier à tous les besoins. Mais on va travailler avec les municipalités, avec les gens,
sur le terrain. Puis dans les prochaines semaines, j'espère qu'on va pouvoir là, annoncer des mesures qui vont aider. Et advenant le cas où cette réforme prend vraiment place et qu'il garde le cap, il va falloir prévoir aussi sur le long terme. Hein? Oui, parce que ça ne sera pas juste ponctuel, malheureusement. Oui. Et j'imagine que le gouvernement du Québec est toujours solidaire pour le processus qui se continue d'essayer de combattre cette fameuse réforme-là. Oui, il ne faut pas lâcher. Hein? On n'avait pas besoin de ça. Les gens des régions sont allés à Ottawa cette semaine, les préfets. Le monde municipal, Mme Maltais, notre ministre de l'Emploi au Québec, est allée. Elle a eu une courte rencontre de 20 minutes. Ce qu'on entend, autant des représentants de la région que de la ministre Maltais, c'est qu'il n'y a aucune ouverture, aucune écoute. Même M. Harper était à Rivière-du-Loup hier. Puis quand j'entends, moi, qu'il n'y a pas de problème, le fédéral va être là pour aider les travailleurs saisonniers qui ne trouveront pas d'emploi à l'année. Oui, la réforme, le fédéral va être là, mais il va être là avec une nouvelle réforme, un nouveau programme qui fait qu'on est de plus en plus perdant. Tu sais, c'est jouer avec les mots, puis c'est pas honnête. C'est pas honnête comme discours, puis c'est dur pour les régions, puis c'est un coup bas de plus qu'on reçoit au niveau des régions. Mais vous avez raison, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à mettre de la pression en espérant que le fédéral recule. Ce n'est pas un retrait de la loi C-38, au moins qu'il y ait un recul, on l'espère. S'il y a un minimum de respect de la part du fédéral à l'égard des régions, j'espère qu'ils vont reculer. Maintenant, je vais mettre mon chapeau de capitaine de bateau des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale de notre secteur. Vous savez, depuis le tout début, lorsqu'on s'est rencontrés, même lorsque vous vous présentez comme candidat, je vous parlais des réalités que l'on vit. Avec les réalités budgétaires à laquelle le gouvernement du Québec doit faire face, et surtout le projet qu'ils se sont fixés dans l'arrivée même à un déficit zéro, est-ce qu'on va réussir avec ces objectifs-là qui sont quand même de taille, à réserver une petite enveloppe pour réussir à ce que les organismes et les entreprises d'économie sociale puissent continuer à faire leur mission sur le terrain directement dans nos communautés, parce que vous le savez, au niveau des organismes communautaires, ils ont une place importante et avec les réalités économiques que l'on vit actuellement, on est rendu de plus en plus important dans notre milieu et les besoins sont de plus en plus criants, mais les enveloppes n'ont pas augmenté depuis les 10-15 dernières années, là. Oui. Ce que vous dites est absolument vrai, là. D'ailleurs, plus l'économie est en difficulté dans une région, généralement, plus les organismes communautaires et sociaux sont sollicités. Donc, compte tenu de la situation économique qui est précaire en Gaspésie et aux îles, c'est clair que les organismes qui interviennent dans le domaine du communautaire ont beaucoup de travail, beaucoup de demandes, mais malheureusement des budgets qui sont insuffisants. Au niveau du gouvernement du Québec, la ministre responsable, Mme Véronique Yvon, fait présentement une tournée à travers l'ensemble du Québec. On a une volonté de revoir le financement des organismes communautaires à la hausse. Maintenant, jusqu'à quelle hauteur, ça restera à définir. Le contexte financier du gouvernement du Québec présentement est extrêmement difficile. On a un déficit de 1,6 milliard de l'an dernier à combler. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu des coupures qui ont été faites dans l'ensemble des ministères. Par exemple, le ministère des Ressources naturelles, la forêt, qui est très important dans notre coin, on parle d'une coupure de 23 % du budget du ministère des Ressources naturelles. C'est énorme. Seul le budget de la santé, le ministère de la Santé, de l'Éducation et de la Culture a été légèrement majoré. Tous les autres ministères ont fait l'objet de coupures. Je ne sais pas si les gens le réalisent, là, probablement plusieurs oui, mais des fois, pour ceux qui suivent peut-être un peu moins l'aspect politique, là, il y a tout près de 80 % du budget du gouvernement du Québec qui est consacré à 2 ministères seulement. La santé et l'éducation accaparent tout près de 80 % du budget de la province de Québec, qui est autour de 75 milliards. Donc, on a 21 ministères sur 23 qui doivent fonctionner avec 20 % du budget de la province. C'est énorme, hein? Puis, c'est pas appelé à diminuer parce que les coûts de santé sont exponentiels. Puis, souvent, les budgets reliés aux communautaires sont inclus dans le domaine de la santé. Fait que souvent, on est aux prises avec des choix à faire entre affecter des budgets aux hôpitaux ou à la prévention ou au soutien au niveau communautaire. C'est pas facile, hein? Puis, je pense que le gouvernement du Québec là, reconnaît vraiment la nécessité des groupes communautaires, des organismes comme le vôtre, puis ceux qui interviennent là, dans notre société, puis principalement dans les régions en difficulté comme la nôtre. Il y a une volonté de vouloir améliorer. Maintenant, Mme Yvon, comme ministre déléguée à la Santé, fait sa tournée provinciale. Ensuite de ça, il va y avoir des décisions qui vont être prises. J'espère qu'on va pouvoir augmenter le plus possible les budgets, répondre à 100 % des demandes. Je ne pense pas que dans le contexte actuel, avec le déficit de 1,6 milliard,
que ce sera possible. J'espère qu'à moyen terme, on va pouvoir revenir avec des budgets à la hausse, là. Mais on va laisser la ministre faire sa tournée provinciale. Je sais que Mme Yvon est quelqu'un qui est très apprécié dans le domaine du communautaire. Elle a travaillé dans les dernières semaines de façon très, très intense avec les organismes provinciaux, vos organisations provinciales qui vous défendent. Puis, on a senti une bonne écoute. Puis, ce qu'on lit dans les journaux, je pense, est intéressant. Les organismes semblent relativement satisfaits de la réponse de la ministre, mais il y a encore du travail à faire, c'est clair. Puis, il y a aussi une loi cadre qui s'en vient sur le développement social, qui va être chapeautée par mon ministère, le ministère des Affaires municipales et des régions, par le ministre Gaudreault. Puis, cette loi-là va venir aussi intervenir, parce que tout l'aspect du développement social et du développement communautaire sont intimement liés. Puis, de plus en plus, je crois qu'on va devoir regarder ça de façon globale. Puis, le développement social prend de plus en plus une grande place au Québec aussi. Fait que le fait que notre gouvernement veuille, par une loi cadre, déterminer ses axes d'intervention au niveau du développement social, moi, je suis convaincu que ça va venir aussi, ça va avoir un impact positif sur les organismes communautaires qui gravitent comme partenaires au niveau du développement social aussi. Fait que ce qui est à retenir, beaucoup de besoins du communautaire est justifié, ça j'en conviens, puis je suis le premier à le reconnaître. Une situation financière pas facile pour 2013-14, mais quand même une volonté du gouvernement d'améliorer la situation. Puis je pense que le gouvernement du Parti québécois a toujours été un gouvernement qui était près des régions, près du monde communautaire. Madame Marois, notre premier ministre, c'est une personne qui a une formation universitaire là, dans le développement social, de sa première formation. Donc, on a quelqu'un qui est sensible à ça. Puis, j'espère qu'on va pouvoir là, aider au maximum les besoins du secteur communautaire et du développement social. Mais ça va se faire, je pense, par étapes. On ne pourra pas tout régler, à mon avis, là, cette année. Là, il faut être honnête et dire la vérité. Là. Le contexte est difficile, mais la volonté est là. Puis j'espère qu'on va pouvoir faire un pas dans la bonne direction qui va être quand même significatif. Donc, soyons patients et puis essayons d'atteindre les différents objectifs de société qu'on s'est donnés, d'avoir un bon régime de santé, un régime d'éducation, atteindre le déficit zéro, puis à partir de là, peut-être partir sur une nouvelle vague d'encadrement et de développement. Un gros défi, effectivement. Bon, bien, c'est merveilleux. Merci beaucoup, M. Lelièvre. Ça fait plaisir. Bonjour à tout le monde. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement à l'intérieur de votre émission Reflet d'ici. Toujours avec nous comme animatrice et réalisatrice de cette capsule divertissement, Jocelle Courvier. Bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Alors, cette semaine, Jocelle, on parle d'alimentation, on parle de certains faits intéressants en ce qui concerne l'alimentation. Exactement. J'ai décidé de faire un petit peu de recherche, puis des faits intéressants, mais d'autres humoristiques. Donc, on va avoir du plaisir. Exactement. J'ai commencé avec le Coca-Cola, donc boisson très connu. Ça a été inventé par un pharmacien. Il faut savoir qu'à l'époque, souvent, les trucs alimentaires étaient souvent inventés par des pharmaciens. Donc, en 1885, lors de l'invention, la première recette était alcoolisée. C'était fait à base de coca, les feuilles de coca d'où on tire la cocaïne, et c'était fait à base de noix de cola, qui est fort en caféine. Donc, en 1885, comme je disais, c'était fait à base d'alcool, mais à Atlanta, pendant 2 ans, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'interdire l'alcool. Donc, on a enlevé l'alcool de la recette du Coca-Cola. Puis, comme je disais, c'était fait à base de feuilles de coca, donc il y avait de la cocaïne à l'époque. Je précise à l'époque. Donc, en fait, un verre de Coca-Cola, jusqu'en 1903, ça contenait 9 mg de cocaïne, ce qui est quand même assez important. C'est pas seulement des traces. Pour rassurer les gens, aujourd'hui, on utilise aussi des feuilles de coca, mais c'est décocaïnisé. Bon. Donc, il n'y a aucune cocaïne dans le Coca-Cola d'aujourd'hui. Heureusement, on est déjà assez high juste avec le sucre. Exactement. S'il fallait gagner la cocaïne, on partira à courir. Alors, ensuite, les amandes. J'ai été surprise d'apprendre que ça fait partie de la famille des pêches, de ce qu'on appelle la famille des rosacées. Vous voyez l'image à l'écran, je me suis toujours demandé ça a l'air de quoi des amandes dans un arbre. Bien, vous allez voir c'est quoi un amandier, c'est assez impressionnant. Ensuite, les piments. Bon, il y a des gens qui sont amateurs de piments très forts. Je ne parle pas des piments de magasin verts, rouges, assez doux. Je parle vraiment des piments forts. Avec Normand Brathwaite, là. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui donne la force, le côté piquant, si on veut? C'est la capsaïcine.
C'est à noter que ce composé-là est même utilisé, par exemple, dans l'antiphlogistique. Il y a un type avec la capsaïcine. Ça a l'air que c'est un antidouleur pour certaines personnes. Donc, je reviens à la capsaïcine qui donne la force à mon piment. C'est produit, pourquoi? C'est que le piment, lorsqu'il est en contact avec des insectes ou des champignons nuisibles, bien, il va produire de la capsaïcine pour se défendre. Donc, c'est une façon de se protéger. Donc, si vous aimez les piments très forts, le truc, c'est d'acheter au magasin ceux qui sont le plus maganés, entre guillemets. Si vous achetez un piment parfait, tu vois qu'il n'y a jamais eu d'insectes, il va être doux. Plus qu'il est en contact avec des champignons ou des trous d'insectes, ou peu importe, plus qu'il va être fort. Ça peut être une façon de choisir. Puis aussi, quelque chose que j'ai appris, c'est que l'eau est inutile. Disons, vous prenez un piment fort, puis ça chauffe, vous prenez de l'eau, vous faites ça vraiment pour rien. C'est que la capsaïcine est hydrophobe. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous mettez de la capsaïcine et de l'eau en contact, au lieu de se dissoudre et de rendre ça plus doux, de neutraliser, la capsaïcine, si on veut, a peur de l'eau, donc elle ne se mélangera jamais à l'eau. Vous n'aurez jamais de dissolution pour vous soulager. Vous faites ça pour rien. Par contre, si vous buvez du lait, la caséine du lait va neutraliser le côté piquant du piment. Des fois que vous mangez trop épicé. Ensuite, un épi de maïs contient 800 grains en moyenne, organisés en 16 rangées. Je ne les ai pas comptés, je précise tout de suite. Ça vient d'Internet. OK. Un autre fait intéressant, la plus ancienne gomme à mâcher date de 5000 ans. Ça a été trouvé en Finlande, puis on voit même les traces de dents des hommes préhistoriques, entre guillemets. Oui, il paraîtrait qu'il aurait mastiqué pendant 5 ans, hein, puis il est décédé avec la gomme de la bouche. On s'entend que c'était pas les c'était pas les gommes d'aujourd'hui, c'était un petit peu plus dur à mastiquer. Le premier qui a mis ça dans sa bouche, puis qui le mastique en attendant que ça finisse par... ça finit plus. Il pensait que c'était un bonbon, c'est ça. C'est pour ça que pendant 5 ans, il est mort de ça. Non, sérieusement, c'était fait à partir de résine d'écorce de bouleau. On s'entend que la saveur était peut-être moins intéressante qu'aujourd'hui. Intéressante, oui. Ouais. Donc, on mâchait la résine. Pourquoi? Parce que c'est quand même... la médecine, quand même, existait dans ce temps-là. C'est qu'on avait découvert que la résine des arbres, ça contenait un antiseptique, un antibactérien. Puis on mâchait ça pour les problèmes, les infections de bouche, si on veut. Et aussi, on mâchait de la gomme, de la résine, quand on voulait réparer un pot ou un assiette cassé. Ça avait une utilité de colle. Ensuite, autre fait intéressant, vous mangerez 35 000 biscuits dans votre vie. C'est une moyenne. Il y en a que c'est plus. Moi, c'est définitivement plus. Ensuite, Adolphe Frédéric, qui est le roi de Suède, il est mort en 1771 d'avoir trop mangé. Alors, on peut vraiment mourir de trop manger. Qu'est-ce qu'il avait mangé? Il avait pris un repas de homard, caviar, choucroute, hareng, champagne, suivi pour dessert de 14 bols de pudding. Je pense que c'est le dessert qui était trop. Ensuite, vous allez voir des images, ça m'a totalement fascinée. Il existe des melons d'eau carrés au Japon. C'est vraiment parfaitement carré. Pourquoi on a développé ça? Ça a pris beaucoup de temps. C'est que ça s'empile mieux. C'est quand même... Tu sais, au Japon, il y a toujours un problème d'espace. En Asie, il y a beaucoup de gens. Donc, ça s'empile beaucoup mieux. Donc, on les laisse pousser dans un moule, quoi? Exactement. C'est une cloche de verre. Les gens vont voir à l'écran. C'est qu'on les fait pousser là-dedans, puis ça donne un melon carré. Par contre, le prix, c'est 10 fois le prix d'un melon. Disons qu'au lieu de 5 $, vous allez payer 50 pour le melon. Donc, les Asiatiques ont fini par avoir accès au secret de la caramilk. Exactement. Incroyable. Tu as tout compris. Incroyable. Ensuite, le café le plus cher du monde, c'est le Kopi Luwak. Ça, c'est spécial. À voir tes yeux, tu sais c'est quoi. Donc, c'est un café à 50 $ la tasse. Vous pouvez même payer 250 $ la tasse si vous êtes en lieu touristique. Ça peut valoir jusqu'à 1000 $ le kilo. C'est fait à base de crottes de civette. Qu'est-ce qu'une civette? C'est un petit mammifère d'Indonésie. La civette, vous allez voir des images, elle se nourrit de baies de café mûres, donc on la nourrit des meilleurs grains de café. Puis, elle est incapable de digérer les grains. Je ne vais pas mettre de photos de ça, je vous épargne les détails, mais en gros, c'est que les grains ressortent intacts. Par contre, vu qu'ils ont quand même... mijoté dans le... J'aime ton terme, mijoté dans le système digestif de la civette, c'est qu'il s'est produit des réactions chimiques qui, quand même, vont donner un goût vraiment unique au café. Il semble aussi, si tu mets du lait, c'est un goût chocolaté. Mais disons que je vais me passer de goûter.
Ensuite, dans le même lignée, il y a le Black Ivory Café. C'est la même chose avec des crottes d'éléphant. Oh boy. Là, tu t'en viens de dire, il y a des gens qui ne savent plus quoi inventer. Ça rit dans la régie. Ça rit dans la régie. Ensuite... Surtout la grosseur de crotte que ça fait, je veux dire, Ben, tu fais plusieurs tasses. On a une image, hein? Oui, quand même, il y a ça qui est quand même intéressant. Ouais. Donc, c'est le même principe. Les grains de café mijotent dans le système digestif de l'éléphant. Dans la piscine. Dans la piscine, les enzymes de l'éléphant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever le côté de l'amertume du café. Donc, ça enlève ce côté-là. Tu ramasses les graines à la pelle ronde. Tu ramasses, mais évidemment, on s'entend que ça va être chauffé, bon, on va laver, sûr, mais c'est que l'image, je bois pas de café puis ça me donne comme pas envie d'en boire. Moi, ce que je me dis, c'est lui qui a pensé essayer ça la première fois. Hein. C'est la même image que je me suis dit, c'est que quelqu'un, à un moment donné, a vu les crottes puis s'est dit, un café. C'est ça qui arrive quand tu manges de la gomme pendant trop longtemps. C'est exactement, c'est ce qui arrive. Ensuite, une autre découverte un peu plus, on s'excuse si les gens sont en train de manger. C'est le micro-ondes. C'était inventé... Un bon café après le repas, il n'y a rien de C'est bon digestif. Le micro-ondes a été inventé par accident. Comment ça s'est produit? C'est qu'il y a un chercheur qui travaillait près d'un radar, puis il s'est rendu compte qu'en étant proche du radar, il y avait une barre de chocolat dans ses poches qui a fondu. Il y a un côté quand même terrifiant là-dedans. Je ne sais pas si ce travailleur-là a eu des problèmes par la suite d'être en contact avec les ondes, mais c'est comme ça que ça a été inventé. Finalement, je vous parle des noix de coco. L'eau des noix de coco, c'est quelque chose avec des propriétés très intéressantes. Et je parle des noix de coco jeunes. Donc, je ne parle pas du lait de noix de coco, mais vraiment les noix qui sont immatures, qui ne sont pas mûres encore. Non digérées par les éléphants. Oui, là, ils ne sont pas digérés par personne, là, je vous rassure. Puis, pas mal assez gros, une noix de coco aussi. Mais ça ne saurait que venir. Il suffit que quelqu'un voit une noix de coco. Il fallait penser, on a peut-être quelque chose, nous autres. Là. Intéressant. On dit qu'il faut développer la Gaspésie. C'est une mine d'or là-dessus. Troisième transformation. Là. Sauf que les noix de coco sont assez rares dans leur état naturel ici. On peut les importer. Donc, l'eau des jeunes noix de coco, ça sert à la réhydratation intraveineuse. Si on veut, un soluté. On s'entend dans les cas d'urgence. Je ne pense pas que l'hôpital de Chandler stocke des noix de coco. Non, je ne pense pas. Ça a été utilisé en Polynésie française pour réhydrater un grand brûlé qui n'était pas capable de boire, qui était trop faible, qui n'était pas capable non plus d'avoir un tube dans le nez, etc. Donc, il a survécu. Et aussi, dans les îles Salomon, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des Japonais et des Britanniques qui ont utilisé, encore une fois, l'eau des jeunes noix de coco pour faire utiliser comme soluté d'urgence. Puis les gens survivaient. Pourquoi? C'est que, bon, la jeune noix de coco, c'est quand même relativement stérile. C'est ça. C'est proche du plasma au niveau de la composition. Ah oui. Il y a plus de potassium, puis il y a moins d'électrolytes, mais il y a quand même, disons que ça se ressemble suffisamment pour que ce soit bien toléré en général, même si on s'entend que c'est pas idéal. Donc, les gens ont vu une image à l'écran là, de transfusion, si on veut, d'eau de noix de coco. Puis, un autre fait intéressant au sujet toujours de l'eau de noix de coco, c'est que c'est meilleur que le lait pour conserver une dent. Si vous cassez une dent, vous perdez une dent, vous voulez voir le dentiste pour qu'il la remette, utilisez de l'eau de jeune noix de coco en considérant que vous en avez chez vous à portée de main. Eh bien. Donc, ça se termine avec ça. Les gens vont avoir plein d'images dans la tête. Encore une fois, une capsule divertissante, très intéressante et un peu cocasse. Cette semaine. Un peu cocasse. C'était vraiment coquin. Exactement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule? Avec plaisir. À la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images des œuvres exposées au nouvel atelier d'art de Chandler et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.